Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour les débats. On est ensemble en direct jusqu'à midi avec aujourd'hui Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et je rappelle votre dernier livre, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, entretien avec Stéphane Rosès, aux éditions du CERF. Nicolas Corato, optimiste, éternel optimiste, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour. Fabrice Hakoun, bonjour, chef d'entreprise. Et vous avez publié Rallumons les lumières aux éditions de l'Archipel et nous attendons Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique. On va évoquer évidemment les discussions autour du soutien à l'Ukraine. On va parler de cet État qui n'est pas une pompe à fric et puis de cette petite phrase hier de l'ancien président du CSA qui a indiqué qu'il avait... était fortement influencé, enfin il n'a pas dit fortement influencé, mais que le président Hollande lui avait décommandé des candidats potentiels à la présidence de France Télévisions. Bon, on va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Arnaud, on va commencer avec vous, c'est un livre... C'est un coup de cœur, c'est un livre qui est sorti aux éditions du CERF, qui est signé par Philippe Guibert. Philippe Guibert, c'est l'ancien... directeur du service d'information du gouvernement, du temps d'ailleurs de François Hollande, en l'occurrence, et qui sort un livre qui s'intitule « Gulliver enchaîné ». Et c'est une réflexion sur le chef politique. Il rappelle que, je veux dire, en France, on a quand même une grande nostalgie de la figure du chef politique, qui est très ancienne, qui remonte même au-delà de la République, à la monarchie, et qui s'interroge sur le fait que c'est de plus en plus difficile pour un responsable politique et pour un président de la République, notamment, d'être un chef politique. Parce que il est entravé d'abord par des capacités d'action qui sont de plus en plus limitées du fait des interdépendances et de la mondialisation, que l'hypercommunication à laquelle se sont adonnés les trois derniers présidents de la République montre qu'il est de plus en plus difficile d'habiter le costume du président de la Ve République, ce qui est vrai d'ailleurs au demeurant. Je crois que là, il y a une rupture à partir de 2007, avec une nouvelle génération en plus de présidents qui sont nés après la guerre, donc qui n'ont pas le même comportement. Et donc je conseille ce livre parce que c'est à la fois un récit historique, une comparaison avec d'autres exemples internationaux, et puis une bonne analyse de l'opinion publique, parce que la France quand même reste un pays qui est très attaché, qu'on le veuille ou non, même si c'est un pays qui demande toujours plus d'horizontalité, de démocratie, etc., mais qui est très attaché à la figure du chef. Et encore aujourd'hui, vous pensez, avec même aujourd'hui c'est-à-dire qu'en fait, vraisemblablement, si vous voulez, la façon dont Emmanuel Macron habite la fonction présidentielle, manifestement, ne satisfait pas plus d'ailleurs que la façon dont François Hollande et Nicolas Sarkozy habitaient le costume du président de la République, d'ailleurs pour des raisons différentes. Nicolas Sarkozy, vraisemblablement, a voulu décomplexer la fonction, il y a échoué. Emmanuel Macron aussi. Hollande a voulu finalement être un président banal, normal. Comme il le disait, mais finalement, je dirais, être président de la République, on échappe à la normalité, forcément, la fonction fait qu'on échappe à la normalité, donc c'est plus difficile. Et puis, si vous voulez, je pense que le vrai problème, c'est que ces présidents ont cru qu'ils pouvaient faire bouger la fonction, la représentation, que leur psychologie personnelle, leur façon d'être pouvait modifier la fonction. La réalité, c'est que c'est pas du tout comme ça que ça a été conçu. Ça a été une fonction qui vous tombe dessus et vous devez être obligé de vous effacer avec, j'allais dire, vos aspérités personnelles pour incarner la fonction. C'est ce qu'ont fait finalement tous les présidents de la République jusqu'à Jacques Chirac. Et après 2007, ça bouge. En effet, ça change. C'est le roi. C'est le roi. C'est le roi. On a fait une révolution pour rien. Je suis d'accord avec Arnaud Benedetti. Finalement, cette armure, elle a été forgée aux dimensions du général de Gaulle. Bien sûr. Et il est impossible de fendre l'armure. C'est tout ou rien. Et effectivement, toutes les gesticulations des uns et des autres pour essayer de bouger, de changer, de moderniser la représentation de cette fonction ont quasiment unanimement échoué. Après, ce qui est intéressant, c'est l'attention que les Français portent à la manière dont s'exerce ce pouvoir. Effectivement, c'est peut-être une exception française. On est quand même très focalisé sur les faits et gestes de nos présidents de la République, ce qui n'est pas complètement le cas des autres démocraties occidentales. Parce qu'on a des présidents, parce qu'elles sont plus parlementaires. C'est ça. Et puis on a aussi des présidents qui interviennent à tout bout de champ. Et qui personnalisent énormément l'institution qu'ils représentent. Alors ils interviennent de plus en plus. Parce que si vous voulez, ce qui est vrai, là aussi, il y a un changement à partir des années 2000. C'est-à-dire que les présidents de la République surcommuniquent, hypercommuniquent.
c'est vrai que Mitterrand pouvait se permettre de longues périodes de silence parce qu'aussi l'écosystème médiatique était un peu différent. Oui, mais lisez le livre d'Anne Toulouse, formidable aux éditions du Rocher, l'art de tromper. Donc elle parle de la communication de Donald Trump et de la manière dont cette communication ou cette manière de gouverner a impacté dans tous les pays sur les stratégies de communication, sur la manière d'être, la manière de faire. C'est absolument très intéressant. Ouais. Dans la Constitution, quand même, il faut juste rappeler que dans la Constitution, le président incarne la continuité de l'État. Ouais. Et donc il est un peu normal qu'on attende de lui un comportement qui soit au-dessus des partis, au-dessus des polémiques, etc. Et malheureusement, on a aujourd'hui des présidents depuis Nicolas Sarkozy, il faut dire, et que je connais bien, qui sont descendus dans l'arène en retroussant les manches pour dire voilà, on est là, on va sauver le peuple, on est présent pour traiter tous les sujets, mais c'est pas ce qu'on leur demande et c'est pas ce qu'on attend d'eux en fait. Absolument. Non, il nous reste encore un petit peu de temps. Alors Nicolas Corato, non, mais c'est un coup de cœur et un coup de... Moi, c'est la journée du 8 mars. Alors, vraiment, c'est une journée qui pose un certain nombre de questions et j'aime bien qu'on parle un peu des totems qu'on s'est nous-mêmes un peu imposés. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas une institution qui ne célèbre la journée du 8 mars. D'ailleurs, avec des titres souvent faux, puisque souvent on vous dit que c'est la journée des femmes. En fait, je rappelle qu'historiquement, et l'histoire est intéressante, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et ça vient d'où, cette journée qui est aujourd'hui célébrée dans toutes les entreprises du CAC 40, au plus haut niveau de l'État? Ça vient de l'Union soviétique, ça vient de la Troisième Internationale de 1922, où, à un moment, les communistes se disent il faut attaquer les valeurs des démocraties occidentales, des démocraties libérales, sur ce qui leur fait le plus mal, c'est-à-dire la condition des femmes, les prendre en défaut sur notamment l'aspiration démocratique de la population féminine, et c'est une offensive lancée par le communisme contre le libéralisme sur fond d'exercice des droits des femmes. Moi, je trouve ça formidable qu'aujourd'hui, une centaine d'années après, parce que finalement on n'est pas loin du centenaire, on est repris au compte démocratie libérale ce totem et ce combat né en Union soviétique. Et il n'y avait pas beaucoup de femmes dirigeantes bolcheviques. Non, mais bien sûr. Mais c'est très intéressant et la manière dont ça se fait aujourd'hui dans les entreprises pose un certain nombre de questions. Typiquement, la journée des femmes, ça devient une journée entre femmes où du coup il y a une représentation uniquement cette journée des femmes, comme si tout le long de l'année il fallait pas continuer à valoriser et à parler du droit des femmes. Mais je trouve que le piège de ce totem, de ce tabou de la journée du 8 mars, il faut encore une fois interroger l'histoire. C'est toujours intéressant de voir d'où vient cette journée, pourquoi elle a été créée, et finalement ce qu'on en a fait aujourd'hui, parfois avec beaucoup d'hypocrisie. C'est totalement contre-productif. Contre-productif. Chaque année, j'ai le même coup de gueule sur LinkedIn quand je vois défiler toutes ces entreprises qui mettent en avant leurs femmes. Moi, à chaque fois, je leur dis une seule chose et je réponds sur les posts, donc ça fait un peu mal. Je leur dis, commencez par travailler sur l'égalité salariale, par exemple. Ça serait un peu plus intéressant que de venir mettre en avant les femmes une fois par an. Il y a de quoi travailler 364 jours dans l'année sur l'égalité des femmes. Et vous arriviez en râlant en disant que vous receviez des publicités. Oui, je reçois des publicités pour l'épilation laser définitive à l'occasion de la journée de la femme. Oui, absolument. Mais on en est là. Et moi, tous les ans, on me dit pas cette année, pas à Sud Radio, pas avec Julia Truffaut qui travaille avec moi, mais dans le passé, on me disait si on faisait un plateau de femmes. Bah non, c'est portable. C'est comme un plateau de sushi, un plateau de femmes. Mais je crois que Virginie, le gars qui va arriver, voulait nous reparler de cette journée des droits des femmes, et en particulier des femmes afghanes, parce que je pense que ce sont les grandes oubliées aujourd'hui. Ce sont certainement les femmes qui aujourd'hui sont les plus en danger et les plus effacées de la société. On y revient dans un instant. À tout de suite. Retrouvez Sud Radio Parlons Vrai à Lyon sur 105.8 FM. Sud Radio, Parlons Vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour de Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique. Bon anniversaire Virginie. C'est votre anniversaire. Vous êtes très informé, c'est gentil. Absolument. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et je rappelle votre dernier livre, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, un livre d'entretien avec Stéphane Rosès, paru aux éditions du Cerf. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, et Fabrice Hakoun, chef d'entreprise. Vous avez publié Rallumons les lumières aux éditions L'Archipel. On va revenir évidemment sur le soutien de la France à l'Ukraine
l'Ukraine. Ce matin, le ministre des Armées a affirmé qu'il n'était pas question d'envoyer de troupes au sol. Néanmoins, il y a de la coopération. Bref, on va essayer de comprendre un petit peu ce que veut le président de la République et puis les conséquences sur l'électorat, enfin en France. L'État n'est pas une pompe à fric, et puis d'autres sujets avec vous. On va continuer tout de suite à évoquer les différents sujets qui vous ont préoccupé. Virginie, on parlait de la journée internationale des droits des femmes. On moquait un peu le côté parfois dérisoire de ce qui se passe, de la communication des entreprises, et je rappelais que les femmes aujourd'hui peut-être les plus en danger sont les femmes afghanes. Voilà, et c'est exactement l'objet de mon coup de cœur. Je voulais mettre en avant un podcast qui s'appelle Outside Kaboul et qui a été fait avec l'aide d'une documentariste qui elle-même était en France par 2 jeunes habitantes de Kaboul qui depuis ont quitté leur pays et qui racontent finalement bien sûr la situation dans leur pays, mais une fois arrivées en France, parce qu'elles sont arrivées en France, la solitude, la difficulté de l'exil, la culpabilité d'avoir abandonné ceux et celles de leur famille qui sont restés là-bas, et surtout la complexité de s'adapter à un pays dont elles ignorent tout. L'une des 2 racontait que elle avait envie, par fidélité à elle-même, de porter le voile ou d'aller à la piscine, mais d'être en tenue couverte, qu'elle a dû y renoncer, mais qu'elle a au début résisté, puis que finalement elle s'est rendue compte que c'était là aussi quelque chose dont elle devait s'émanciper. L'une des 2 autres raconte qu'elle a été en Allemagne et qu'elle s'est rendue compte qu'en Allemagne elle se sentait moins en sécurité qu'ici en France. Enfin bref, ce que je voulais simplement souligner, c'est que bien sûr les réfugiés politiques, ce sont de très jeunes femmes dont nous parlons. Les réfugiés politiques, on peut les mettre dans sous un vocable comme ça un peu rapide, mais que c'est très compliqué en fait de quitter tout, de se retrouver dans un autre pays, d'avoir toute une vie à faire ailleurs et de savoir que derrière ceux qu'on a laissés sont condamnés à un sort très peu enviable. Oui, non, mais et elles viennent, les femmes afghanes qui vivent en Afghanistan, donc n'ont plus le droit d'aller à l'école, viennent de se voir interdites d'utiliser les téléphones portables. Et effectivement, il faut penser à ces femmes afghanes qui aujourd'hui ont quitté ce pays. Ces très jeunes femmes, et l'une des 2 racontait que quand elle vivait là-bas, donc cette très très jeune femme, elle se réveillait le matin en se disant mais qu'est-ce que je vais faire de ma journée, alors que tant de choses sont interdites, que rien n'était vraiment possible, se promener, aller dans un parc, respirer, et que finalement, qu'est-ce qu'elle faisait globalement? Le ménage, le lavage et le ménage. Oui. Et beaucoup d'elles sont diplômées, de celles qui arrivent en France, sont diplômées et cherchent absolument à s'intégrer. Je vous conseille le livre de Shekeba Hachemi, qui elle a fui l'Afghanistan et qui raconte son parcours et qui raconte comment elle a traversé les montagnes afghanes pour justement venir en France. Ça s'appelle L'insolente de Kaboul, et on pense particulièrement effectivement à ces femmes aujourd'hui, plus que à la société Insenza qui vous propose des frais de port offerts pour la journée internationale des droits des femmes, que je viens de recevoir à l'instant. Voilà. Il y a quelque chose d'humiliant pour nous les femmes d'être réduites à une journée. Oui, je trouve. Moi, j'ai toujours détesté cette journée, même si, voilà. Qu'est-ce qu'on... on peut passer à vous, Fabrice. Oui. Moi, c'est un coup de gueule, comme d'habitude. C'est tellement révolté d'entendre le Premier ministre Gabriel Attal parler, en fait, de représentants d'une armée d'occupation à l'égard du RN. Donc, il a clairement cité, il a même pas évoqué comme ça, il a expliqué que le RN était finalement le représentant d'une armée d'occupation russe, que finalement, les Russes avaient déjà commencé à envahir la France à travers le RN. Bon, c'est absolument scandaleux, d'autant que si on met ça en perspective avec les réactions qu'avait suscité le propos de Christian Estrosi à l'époque sur la 5e colonne, quand les islamistes perpétraient des attentats en France, Estrosi avait dit à l'encontre de gens qui, pour le coup, viennent de pays étrangers pour mener une guerre sur notre territoire. C'est une réalité. À cette époque-là, il avait parlé de 5e colonne, ça avait été un drame absolu, on avait parlé de stigmatisation, tout le monde s'était élevé contre cette formule. Bon, aujourd'hui, on peut traiter une formation politique qui a 80 députés, qui représente des millions de Français, d'armée d'occupation. Moi, je suis absolument scandalisé. Les mots ont un sens et il faudrait que Gabriel Attal le réapprenne, en fait. C'est sur les mots, parce qu'après, il y a beaucoup de tweets qui montrent les liens très étroits du RN et de la Russie. Nicolas Corato. Il y a effectivement derrière les mots une réalité politique. C'est l'ambiguïté, l'ambivalence, voire même
les choix qui ont été faits par le Rassemblement national, par le passé jusqu'à aujourd'hui, d'une forme de soutien au régime de Vladimir Poutine. Je dis pas nécessairement d'une forme de soutien à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, mais le régime, le style politique, les choix politiques, y compris civilisationnels de Vladimir Poutine, ont été érigés comme modèle, comme contre-modèle, par le Rassemblement national pendant des années. Et ça, cet héritage-là, qui est un héritage passé, qui n'est même pas un héritage, qui est aussi une réalité aujourd'hui dans ce parti, il faut que le parti l'assume et s'en explique. Parce qu'effectivement, on reviendra sur la guerre en Ukraine, mais si demain les choses se tendent et continuent à se tendre, il va falloir que le Rassemblement national clarifie sa ligne. Est-ce que Vladimir Poutine fait partie des modèles que projette le Rassemblement national en termes de société, en termes de projet de vie, de projet de pays, ou est-ce que définitivement le Rassemblement national condamne ce régime, condamne ses actions, condamne cette personnalité? Mais pendant des années, il faut reconnaître, y compris sur des tracts électoraux, que Vladimir Poutine était présenté comme un modèle. Ouais. Alors Arnaud. Ah oui, pardon, mais vas-y. Ouais. Pardon. Non, mais on voit que c'est la journée internationale des femmes. Non, mais moi, c'est tous les jours. J'ai trop de chance. Merci. Il n'y a que Virginie qui parle aujourd'hui. Alors, moi, je voulais simplement dire une chose, c'est que oui, on peut attaquer le RN, oui, on peut reprocher ce que vous venez de dire, Nicolas, sa complaisance, voire même son aveuglement, voire même sa fascination pour la Russie et Poutine. Mais je voulais simplement dire surtout que c'était totalement contre-productif d'utiliser ce genre d'argument. Et que autant on peut attaquer le RN sur le fond, quelles sont ses propositions, en quoi ces propositions sont inadéquates, inutiles, dangereuses, inapplicables, ça c'est peut-être percutant, mais les attaquer avec des mots aussi décalqués décollés de la réalité me paraît totalement contre-productif, parce que derrière le RN, ce sont tous les électeurs du RN qu'on insulte, et les électeurs du RN, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font bloc. Et ils disent ok, très bien, vous êtes contre nous, on va voter 2 fois plus. Et c'est exactement ce qui se passe. Comme vous l'avez rappelé, il y a 89 députés du RN à l'Assemblée nationale qui sont élus, je le rappelle au cas où certains l'auraient oublié, avec le même scrutin que les autres. Absolument. Non, mais on voit qu'il y a quand même une sorte de panique. Mais si vous voulez, utiliser des arguments qui pilonnage. C'est d'autant plus inaudible que la stratégie d'Emmanuel Macron et même celle de Gabriel Attal, pour qualifier le RN, a considérablement et a toujours évolué, varié. Il y a 15 jours, finalement, ils étaient dans l'arc républicain. Une semaine plus tard, ils ne sont plus dans l'arc républicain. Ce qui montre quand même la difficulté qu'a ce gouvernement aujourd'hui à qualifier son principal adversaire. Parce que mathématiquement, dans les sondages, c'est son principal adversaire dans la perspective de cette élection européenne. Donc moi, je partage ce que dit Virginie. C'est certainement très contre-productif. Et ensuite, l'autre aspect sur la fascination vis-à-vis de la Russie, ça c'est clair. Manifestement, depuis de très nombreuses années, il y a eu, d'une certaine manière, si ce n'est une source d'inspiration, une fascination pour ce modèle. On l'a vu dans les déclarations. Bon, ils ont quand même fait évoluer, évidemment, depuis la guerre en Ukraine, leur discours et leur sémantique. Mais cette fascination, faut-il le rappeler, ils ne sont pas les seuls à en être l'objet. Je veux dire, même parfois dans des formations politiques qui sont des formations politiques dites de gouvernement, on a vu un certain nombre de responsables politiques par le passé. François Fillon. Mais pas seulement, même Nicolas Sarkozy, d'une certaine manière. Il y en a eu d'autres. Et on en trouverait également à gauche. Et même, je rappellerai qu'Emmanuel Macron, au tout début de son quinquennat, a considéré qu'il fallait justement avoir une relation équilibrée et apaisée avec la Russie de Vladimir Poutine. Et même au début de la guerre en Ukraine, il fallait pas les humilier. Vous avez raison, il n'en a jamais fait un modèle. Non, il n'en a jamais fait. Il n'en a jamais fait. Il choisissent d'en faire un partenaire. Il n'en a jamais fait un modèle. Ça fait partie des équilibres diplomatiques. Mais bon, voilà. Donc je pense qu'il faut relativiser. Et je pense qu'en effet, c'est assez contre-productif. Alors, je ne sais pas si vous avez vu hier Olivier Véran, donc nouveau look, plus de petit t-shirt. Il fait de la boxe. Il fait de la boxe. C'est très. J'ai trouvé son interview hier surréaliste. Ses propos. Et donc lui, vous allez voir le lien. Il dit, il a dit à Quotidien, je voudrais saluer votre rigueur car je suis ici dans une émission qui est sans doute la dernière à refuser de recevoir le Rassemblement national. Bravo pour ça. Je suis contre la dédiabolisation et donc il est,
Il est libre de ses propos, absolument. Mais on est sur cette ligne-là. Enfin, une ligne, qui n'a pas du tout été celle d'Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat, qui ne cessait de parler du Rassemblement national, pensant bien et espérant peut-être qu'il allait de nouveau se retrouver en 2022 face au Rassemblement national. Et ça a été exactement le cas, et pensant que c'était son assurance de réélection. Donc il ne faut pas non plus prendre les gens pour des idiots, et les gens ne le sont pas. Et les gens, je pense, en 2022, ont certes reflué au deuxième tour et n'ont pas été jusqu'au bout de leur choix, mais aux législatives, là, ils ont dit ok, les gars, et ben là, on y va. Ce qui est important dans le combat contre l'extrême droite, parce que moi, c'est un combat qui m'intéresse et qui me porte, c'est d'être constant et cohérent. Monsieur Véran a été porte-parole d'un gouvernement dont la majorité relative à l'Assemblée nationale a voté pour des vice-présidents issus de l'extrême droite. Bien sûr. Oui, mais ça, c'est le règlement, c'est proportionnel au nombre de députés. Qui a donné la consigne de voter pour des vice-présidents du Rassemblement national, si ce n'est la majorité à laquelle appartenait Monsieur Véran, sans qu'à l'époque, ça lui pose la moindre difficulté. Et il était porte-parole du gouvernement, et on retrouvera facilement des archives dans lesquelles il justifie ce vote. Donc, moi, j'ai pas de problème. On peut juger les actes d'une manière ou d'une autre. Ce qui m'intéresse, c'est la constance et la cohérence. On peut pas dire hier... Le Rassemblement national est un parti comme les autres, et aujourd'hui, le Parti national est en dehors de l'arc républicain. Il faut faire un choix. Moi, j'ai toujours considéré qu'ils étaient en dehors de l'arc républicain, et je m'y tiendrai. Et il y a des arguments, on peut en débattre. Mais en changer constamment, c'est la meilleure manière de perdre le combat. C'est que là, on sent qu'il y a surtout en plus, pourquoi c'est d'autant plus inefficace, c'est que depuis 2022, il y a eu une césure depuis qu'ils ont un groupe parlementaire. La parlementarisation du Rassemblement national a finalement rendu beaucoup plus acceptable et à républicaniser d'une certaine façon le Rassemblement national. Donc il faut tenir compte de cela, et ensuite clairement il y a eu un deal pour en effet l'élection des 2 vice-présidents Rassemblement national en 2022 entre Madame Braun-Pivet et Sébastien Chenu. Il suffit de se souvenir de la façon dont le scrutin pour la présidence de l'Assemblée nationale s'est déroulé. Je vous rappelle quand même que dès le second tour, Monsieur Chenu était candidat, décide de retirer sa candidature, ce qui permet l'élection plus facile de Madame Braun-Pivet ensuite. Oui, on va marquer une pause et puis on va allez-y. Il faut juste se rappeler en fait que à un moment donné, il faut peut-être écouter les Français. Les Français ont élu 89 députés Rassemblement national, malgré un mode de scrutin à la proportionnelle qui empêchait l'accès au Parlement depuis des décennies. Théoriquement. C'est là où on a vu que la théorie volait en éclats. Donc je pense qu'il y a quand même une vague, un message qui est à écouter plutôt que de le vilipender et de les ostraciser. Enfin, moi, c'est mon avis. Bon, on revient dans un instant. On va parler des positions d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine, le soutien total à l'Ukraine. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est la seule radio qui donne des informations, on peut s'interroger. C'est pas facile tous les jours, mais pour ma culture, c'est parfait. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous, sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Nous parlions donc du Rassemblement national, de la communication du gouvernement autour du Rassemblement national. Vous citiez, Fabrice Hakoun, les mots de Gabriel Attal à propos du Rassemblement national. Évidemment, ça intervient au moment de ce débat autour du soutien à l'Ukraine. Aucune limite au soutien à l'Ukraine aurait déclaré Emmanuel Macron avec les chefs de parti. Ce matin, c'est le ministre des Armées, Monsieur Lecornu, qui disait il n'est pas question d'envoyer de troupes au sol. Qu'est-ce que vous comprenez à cette communication du président de la République et de son gouvernement? Dans le même temps, je vous signale le sondage du Figaro qui nous dit que les Français ne sont absolument pas favorables à ce soutien total. Allez-y, Fabrice. C'est étonnant. Je suis étonné que les Français n'aient pas envie d'envoyer leurs enfants à la guerre face à la Russie. On va sortir de l'hiver, donc peut-être que c'est un peu plus clément, mais enfin, vous savez, quand on commence à se demander si des informations sont générées par de l'intelligence artificielle pour faire des blagues ou sont des informations réelles, c'est qu'on a un vrai problème de crédibilité du discours politique.
je pense que personne n'y comprend plus rien en fait. Et je crois qu'il n'y a aucune constance. Et ça, c'est la marque de fabrique depuis quelques mois, en tout cas au moins depuis quelques mois, du président de la République et du gouvernement. Je pense qu'il n'y a aucune constance. Il y a une volonté de s'agiter, de faire du buzz. Enfin, on est voilà à l'ère de TikTok et des réseaux sociaux, quoi. Oui, alors Sébastien Lecornu très précisément a dit qu'il a évoqué une présence militaire sur le sol ukrainien via des démineurs ou des formateurs, arguant qu'on n'est plus. Mais ça c'est depuis toujours. Donc on n'est plus, voilà, mais qu'il n'était pas question d'envoyer des troupes. Pour Monsieur Poutine, il ne va pas s'arrêter à ce type de détails et ce type de nuances. Mais bien sûr. Non, il considérera qu'on est co-belligérant. Il cherche un prétexte. C'est là où je vois pas la nuance du soutien sans être co-belligérant. C'est pas des troupes combattantes. C'est la distinction qui sont en train de faire. Pas tous en même temps. Virginie, c'est votre journée. Non, mais Pardon, sur un sujet comme ça. Je kiffe. Non, je devrais pas. Bon, alors, oui, il me semble que la sortie d'Emmanuel Macron n'a eu de cesse depuis d'être minimisée, expliquée, atténuée, parce que je pense que personne ne s'attendait à ce qu'Emmanuel Macron prenne une position contre sans même en avoir parlé à ses alliés, sans en avoir parlé à sa majorité, sans en avoir parlé à son gouvernement, et finalement contre l'avis même de toute la classe politique française. Donc depuis, ils essayent de minimiser l'impact et ils expliquent, notamment Sébastien Lecornu, qu'il ne s'agirait pas de troupes combattantes, mais de techniciens, de formateurs, de démineurs. Je ne suis pas sûre que ça changera quoi que ce soit au narratif, comme on dit maintenant, de Vladimir Poutine, qui ne cesse de dire regardez comme ils sont agressifs, regardez comme ils veulent nous attaquer. Voilà, donc la phrase elle est toute faite déjà et elle n'y changera rien. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que, et là je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, Emmanuel Macron ne cesse de changer de pied sur de nombreux sujets, sur celui-là encore plus, et je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, pourquoi il a eu ce coup de menton de dire rien n'est exclu, et puis alors je crois qu'hier encore on a eu toute une séquence sur il n'y a plus de ligne rouge. Oui, c'est ça. Je ne vois pas très bien où on va là tout seul. La petite France face à la grande Russie, je vois pas très bien ce qu'on ferait. Très important cette question de ligne rouge, parce qu'il faut se souvenir qu'au plus fort de la guerre froide, les principaux protagonistes, c'est-à-dire les États-Unis et l'Union soviétique, considéraient qu'il y avait toujours des lignes rouges. Et qu'on était dans un système finalement extrêmement, j'allais dire, périlleux, celui de la guerre froide, mais avec une très grande rationalité dans les agissements des acteurs, les uns par rapport aux autres. Qu'il s'agisse du côté soviétique comme du côté occidental et du côté américain. Là, ce qui est très frappant dans la séquence que l'on traverse, alors d'abord, quand même, ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut sortir du débat franco-français. Je ne suis pas sûr que les déclarations d'Emmanuel Macron rencontrent un écho dans les principales capitales occidentales, et y compris aux États-Unis. Sinon, un mauvais écho. Pour l'instant, un mauvais écho. Donc on est quand même très seul dans cette affaire pour l'instant. Ensuite, ce qui est vrai, ce qui est étonnant, c'est que finalement... Et là-dessus, Hollande a raison quand il dit il vaut mieux, je veux dire, se taire et agir plutôt que parler et finalement agir de manière désordonnée. C'est que la guerre est quand même une affaire trop sérieuse pour être traitée par de simples effets de communication, en l'occurrence. Parce qu'on envoie des messages qui sont des messages inquiétants pour les Français. Le sondage le rappelle, qui se heurtent à un scepticisme évident, encore une fois, de nos principaux partenaires. Et résultat des courses, Emmanuel Macron et la France se retrouvent assez isolés dans cette affaire. Et moi, ce qui me frappe, c'est que quand même, il y a une dimension assez irrationnelle qui est portée même par la communication. Et ça, c'est inquiétant, en l'occurrence. Mais c'est ce qu'a dit Dominique de Villepin, que c'était confus et désordonné. Mais en fait, ce qui est intéressant quand il y a une action politique ou un propos politique, c'est d'en voir le bénéfice. Parfois, vous avez des actions politiques qui peuvent paraître irrationnelles, mais parce que vous avez un bénéfice intérieur, par exemple, en politique intérieure. Ça peut être le cas dans certains... Mais là, on ne voit pas le bénéfice, ni en politique intérieure, ni en politique étrangère. On voit absolument pas le bénéfice, et au contraire même, je pense que c'est dangereux. Ouais. Alors il dit il ne s'agit pas de se mettre en position belligérante. Non mais ça y est. Non mais d'autant que Hollande, pour une fois, je peux dire ça, Hollande a raison en disant qu'il vaut mieux se taire et agir, parce que de toute façon on sait très bien que depuis le début de la guerre et même avant, il y avait des forces spéciales, il y a déjà du soutien. Enfin, je veux dire, n'importe quelle personne qui connaît l'armée sait qu'il y a déjà du monde sur place depuis toujours. Mais le dire, c'est une forme de déclaration de guerre. Ouais. Alors, je trouve notre position un peu trop facile. C'est vrai que quand on est commentateur, on a les idées larges et le courage qui va avec. Non, mais on essaye de comprendre. Non, mais justement, il faut peut-être essayer de comprendre. Tout n'est pas nécessairement irrationnel dans ce que fait Monsieur Macron. Et je pense qu'on peut lui donner parfois du crédit.
C'est moi qui dis ça. Donc, il y a quand même trois informations essentielles. Moi, la question, c'est à qui parle Emmanuel Macron quand il fait ces déclarations ? Est-ce que c'est vraiment un message qu'il envoie à la population française ? À qui il parle ? Il y a quand même 3 nouveautés. D'abord, il est possible que l'Ukraine perde cette guerre. Et pas l'Ukraine perde cette guerre. L'Occident peut perdre la guerre contre Vladimir Poutine. Et ça, c'est une nouveauté qui, depuis 6 mois, est dans toutes les chancelleries et qui change considérablement la donne. Et je pense qu'on ne mesure pas, nous, population française, les conséquences d'une victoire de Vladimir Poutine en Ukraine. Deuxièmement, Emmanuel Macron, je pense, et c'est ce qui se dit, c'est ce qui se lit, considère que M. Trump peut arriver au pouvoir en novembre aux États-Unis. Et que ces déclarations, elles ont aussi, d'après ce que je lis, ce que je comprends, l'objectif finalement d'envoyer un message à nos alliés américains qui est que on a pris acte, qui nous laisserait peut-être tomber et qu'on ne laissera pas les choses se faire sans eux. Troisièmement, M. Macron, il a face à lui un continent complètement divisé avec un partenaire allemand qui fait défaut sur la résistance face à l'invasion russe. Alors moi je crois quand même qu'il faut qu'on arrête de considérer que Monsieur le Président de la République a nécessairement une attitude irrationnelle et uniquement égotiste par rapport à des sujets aussi profonds. Je suis assez d'accord. On va y revenir dans un instant. Effectivement, on a le nez collé sur l'immédiateté. Il faut peut-être essayer de voir s'il n'y a pas une anticipation de sa part. On y revient dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, donc nous parlons de l'Ukraine, de la stratégie d'Emmanuel Macron. Donc vous avez entendu ce que disait Nicolas Corato, peut-être une vision à plus long terme. C'est une hypothèse, effectivement. Vous vouliez réagir, Arnaud Benedetti. Mais moi, si vous voulez, ce qui me paraît contre-productif dans les déclarations de Macron, c'est que quand on veut engager, je veux dire, l'ensemble des partenaires, on ne le fait pas à travers des déclarations de communication dont on sait très bien ou dont on peut imaginer qu'elles ne seront pas reçues 5 sur 5 par les principales capitales. Donc, si vous voulez, on communique avant d'agir. C'est toujours un problème. Il vaut mieux agir et ensuite communiquer. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui rend, d'une certaine manière, j'allais dire peut-être pas irrationnelle, la stratégie d'Emmanuel Macron, mais en tout cas, la rend vraisemblablement erratique. Il y a un autre sujet. Moi, je partage, en effet, je pense qu'aujourd'hui, l'Ukraine, en l'état des rapports de force, est en train de perdre sur le terrain, vraisemblablement. En tout cas, en train de perdre du terrain. La contre-offensive ukrainienne a été un échec. D'ailleurs, il se murmure que les Russes avaient les plans de la contre-offensive ukrainienne avant qu'elle ne soit lancée, ce qui est fort probable, en l'occurrence. Mais il y a aussi une scène internationale qui est très en défaveur des Occidentaux. Ça, il faut en avoir conscience. Bien sûr. C'est-à-dire que quand vous vous baladez un peu, vous voyez bien qu'aujourd'hui les Chinois proposent à travers la voix de leur ministre des Affaires étrangères une grande conférence internationale avec l'ensemble des parties prenantes. Donc il va falloir voir ce qui se passe du côté chinois. On a vu les Turcs, à plusieurs reprises d'ailleurs, mener un certain nombre d'initiatives dès le début du conflit. Il suffit de se balader en Afrique pour voir qu'aujourd'hui, la position des principaux leaders africains n'est pas une position pro-occidentale. Il suffit d'aller en Amérique latine pour s'en rendre compte, et on a vu encore récemment les déclarations du président brésilien Lula. C'est que le monde a changé par rapport à la guerre froide. Alors déjà, la guerre froide, c'était compliqué, il faut s'en souvenir. Mais d'abord parce que le modèle occidental est moins puissant qu'il ne l'était, et il est aussi considéré comme moins attractif par un certain nombre de pays. Donc, on n'est plus du tout dans la même situation. Et ce qui rend d'autant plus difficile aujourd'hui, finalement, les positions des Occidentaux et qui fait qu'ils ont beaucoup moins de marge de manœuvre qu'ils n'en avaient par le passé. Donc, je crois que ça, c'est un vrai sujet. Et moi, ce qui me frappe encore une fois, c'est que je trouve qu'Emmanuel Macron a été très erratique dans la gestion de ce conflit depuis le début, parce qu'il n'a pas toujours tenu le même discours. Et le discours d'aujourd'hui, nous ne savons pas s'il sera celui de demain encore, parce que les choses peuvent considérablement évoluer. Oui, Virginie ? Oui, il me semble que l'Europe a beaucoup cédé à Poutine depuis des années et que la volonté d'expansion de Poutine, qui était constante et qui était revendiquée, d'ailleurs il ne s'en cachait jamais, a toujours finalement obtenu satisfaction. On lui concédait, on disait « Ah non, mais c'est pas bien », puis finalement on disait « Ah bon, ben d'accord, ok, l'annexion de la Crimée, ah d'accord, ok ». Et puis là, tout d'un coup, on se dit « Mais à force de céder, de penser qu'il va lui-même se réformer, Vladimir Poutine considère que l'Europe est un ventre mou, sont des faibles, et qu'il va l'en faire
faire qu'une bouchée. Donc peut-être fallait-il hausser le ton, mais certainement pas de cette façon-là, certainement pas tout seul, et certainement pas sans même en parler à ses alliés naturels. Et je voudrais juste dire un mot à propos de l'Allemagne. L'Allemagne est certes en désaccord apparent avec la France, et le dit clairement, mais l'Allemagne fait peut-être plus que la France sans en parler, et pour l'instant elle a mauvaise presse chez nous, parce qu'on considère que mais elle est peut-être plus efficace et plus silencieuse. Et nous, on est très bavards et pas très efficaces. Et en plus, on est endettés. Vous avez raison sur plusieurs points, mais notamment sur le dernier, qui est quand même la différence entre la parole et les actes, parce que je ne peux pas donner que des satisfecit au président de la République. Effectivement, en termes d'efforts militaires et d'efforts de livraison d'armes, nous sommes un des derniers élèves de la classe de l'Union européenne, comparé à nos moyens qui sont parmi les principaux en termes de livraison de munitions, et l'Allemagne fait beaucoup plus. Donc effectivement, mais vous parliez des femmes afghanes dans votre coup de cœur, c'est la même chose. La France a eu beaucoup de discours sur la liberté des femmes afghanes, mais on a accueilli très peu comparé à d'autres pays de l'Union européenne. Donc il y a toujours chez Emmanuel Macron une sorte de distorsion entre le discours et les actes. Moi, ce qui me frappe et ce qui m'inquiète, c'est quand même la difficulté qu'on a à faire union nationale sur un sujet aussi existentiel. Et je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas le seul responsable. C'est lui qui donne le ton. C'est lui qui fluctue. Il a tellement fluctué que l'union nationale devient difficile. Je suis de voir la cacophonie et la division qui ressort de la réunion qu'il a eue avec les leaders de l'opposition sur un sujet où, souvenez-vous, il y a quelques années, sur des guerres moins impactantes pour notre vie quotidienne et pour l'avenir de notre continent, il y avait une union nationale immédiate. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, sur un sujet aussi clair que l'opposition au régime de Vladimir Poutine, à avoir finalement une opposition et une majorité à peu près alignées sur des objectifs qui engagent notre avenir, notre armée, notre citoyenneté. Quand on prend de court toutes ces oppositions, quand on considère qu'on peut tout seul parler, et qu'après on dit vous voyez comme j'ai raison, il faut dire que ces oppositions ne font pas non plus les efforts qu'il faut pour avoir un discours serein, un dialogue serein, et pour ne pas politiser à outrance ce qui n'est pas politisable. Je ne dis pas que M. Macron ne politise pas le sujet. Préparer une union, comme vous dites, justement ça se prépare, ça se travaille, on les reçoit, on parle avec et en disant qu'ils sont les fourriers de Vladimir Poutine qu'on crée des conditions d'unité. La réalité, c'est peut-être c'est pas la meilleure des manières. En fait, c'est toujours la même méthode. Je rappelle quand même qu'Elisabeth Borne a été la première ministre qui a utilisé le plus le 49.3 parce qu'il n'y a pas eu de travail politique qui a été fait. Michel Rocard avait fait plus. Alors peut-être, excusez-moi, mais c'est vrai que ça remonte un peu plus loin. Je ne vais pas vous faire offense. Il avait la possibilité institutionnelle d'en faire beaucoup plus. Mais juste, en fait, c'est un mode de gouvernance depuis maintenant 2017. Je veux dire, normalement, comment se passe le travail parlementaire? Quand on veut faire passer une loi, on travaille on va rencontrer les députés en amont, on fait un travail presque au corps, vraiment individu par individu pour les convaincre de voter en discutant, en négociant, en leur promontant des choses, etc. Et à la fin, on arrive à un consensus malgré le fait qu'on n'ait qu'une majorité relative. C'est ça le travail, normalement. Et aujourd'hui, ils sont complètement passés outre la représentation nationale. En fait, on est dans un déni de démocratie permanent depuis des années dans ce pays. Alors là, il va rassembler le Parlement pour... ça sera très intéressant de voir comment vont s'exprimer les positions des uns ou des autres. Ça n'est pas propre à Emmanuel Macron. Le président, on parlait de la stature du général de Gaulle et de la 5e République, de la présidence de la République. Le président de la République, il est chef des armées. Et pardon, mais reprenez toutes les autres interventions militaires de la France. Il y a eu un débat au Parlement vraiment pour la forme. Ça a été le cas pour M. Hollande avec le Mali, remonté à Mitterrand avec le Koweït. Franchement, on peut pas dire qu'il y a eu un président de la République qui a vraiment partagé sa prérogative d'engagement des forces armées avec le Parlement d'une manière complètement libérale, complètement démocrate. Nous sommes un pays où le président de la République est chef des armées et engage la force. La réalité institutionnelle, c'est quand même celle-là. Donc en général, il l'engageait avec une majorité qui était derrière lui. Oui. Parce que jusqu'à présent, on avait une opposition. Une opposition et une majorité, et le président qui s'exprimait n'avait peut-être pas consulté toute l'opposition, mais sa majorité était soudée. Il ne parlait pas contre sa propre majorité. Enfin, moi, je veux pas le souvenir de ça. Mais vous avez l'impression que la majorité de M. Macron n'est pas soudée derrière sa position. J'ai l'impression qu'elle était strictement pas au courant et qu'elle s'est mise devant le fait accompli. Donc elle va se retrouver. Mais là, alors le sondage du Figaro ce matin très intéressant. Donc c'est Odoxa qui a interrogé les Français pour chacun des partis. Alors ils ont interrogé par parti. Globalement, 60% ne sont pas en accord avec les propos du président de la République. Et c'est chez le Rassemblement national qu'on
en est évidemment et chez LFI aussi qu'on en est le moins proche. Les plus proches sont les écologistes, Reconquête. Enfin bon, de toute façon, globalement, il y a un désaveu total de ces propos. Oui, mais donc en interne, les Français sont pour ce que l'on appelle dans la vie politique le soutien sans participation. C'est-à-dire qu'on soutient, on fait un effort budgétaire, on fait un effort d'aide en matériel, mais on n'envoie pas les troupes pour combattre aux côtés des Ukrainiens. Mais moi, ça me surprend pas vraiment, en l'occurrence. Oui. Et encore une fois, et là on en revient à la question de la rationalité, c'est que la façon dont Emmanuel Macron annonce cela ne contribue pas à avoir un débat serein et apaisé. Non. Je trouve que là-dessus, sa communication est très contre-productive et elle donne l'impression finalement d'agir au fil de l'eau en permanence. Voilà. Et puis ensuite, il est clair que si vous voulez, le rapport de force aujourd'hui entre la Russie et la France, si on se limite à ce rapport de force, il est quand même considérablement en notre défaveur sur le plan militaire. Un petit point quand même sur les armes nucléaires, parce qu'il faut quand même à un moment donné parler. Il faut parler de ceux dont il faut parler. Aujourd'hui, c'est la menace 90% du parc militaire nucléaire au monde, il est russe. Vous avez 5500 têtes nucléaires en Russie, vous en avez 250 en France. Qu'on le veuille ou non, dans un conflit, ça compte. Ça compte dans les anticipations et dans les représentations que se font les acteurs dans ce jeu. Vous imaginez que le rapport de force se situe entre l'Europe et les États-Unis sur ces sujets-là. Moi, je continue à penser que les déclarations de M. Macron s'inscrivent dans l'anticipation d'une arrivée au pouvoir de M. Trump qui lâcherait l'Europe et de faire pression sur les États-Unis pour les tenir. Parce que le rapport des têtes d'ogive, mais il a une autre figure, un autre visage si vous considérez l'allié américain. Donc on le sait bien. L'allié restera combien de temps l'allié ? Mais c'est toute la question. Le Congrès ne vote pas les aides aujourd'hui. On a un président démocrate avec un Congrès qui est plutôt républicain. Actuellement, les Américains ne peuvent pas financer le soutien militaire. C'est peut-être pour ça que les déclarations de M. Macron s'adresse peut-être plus à l'allié américain qu'à l'adversaire russe. Enfin, moi, je ne sais pas très bien si ça s'adresse plus à l'un qu'à l'autre. Ce que je vois, moi, c'est que c'est la grenouille qui se veut plus grosse que le bœuf. Et que là, pardon de le dire, ça me paraît extrêmement imprudent de s'exprimer de cette façon-là quand il s'agit de sujets aussi graves. Je n'ose pas imaginer qu'on personnalise à outrance les prises de parole du président de la République. Je n'ose pas imaginer que ce ne soit qu'une affaire d'ego ou de leadership assumée ou plus ou moins. Quand on veut s'assurer d'une position... La question que vous posez, elle est gravissime. Quand on veut s'assurer d'une position, on prépare sa majorité, on prépare ses oppositions, on prépare son opinion publique, on prépare même ses alliés européens. Fait de la pédagogie. Tout ça n'a pas été fait. Non mais si vous avez raison, c'est extrêmement grave. Moi, je n'ose pas l'imaginer. Ça m'inquiète. Je n'ose pas imaginer un président de la République qui n'a pas, de manière rationnelle, préparé, peut-être avec ses conseillers, avec la force diplomatique française, une stratégie qui explique ces déclarations. Mais vous avez vu la surprise générale. On a quand même des précédents dans les prises de position internationales d'Emmanuel Macron. On a quand même des précédents de déclarations totalement improvisées et qui n'ont donné lieu à aucune suite. Rappelez-vous le Liban, notamment après l'explosion du port de Beyrouth. Allez parler aujourd'hui aux Libanais d'Emmanuel Macron. Ils ont beaucoup de doutes et ils sont très circonspects sur la position de la France. Regardez ce qui s'est passé en Israël où, à un moment donné, il parlait d'une coalition internationale contre le Hamas. On a manifestement changé de discours. Donc il y a quand même une suspicion légitime sur la cohérence de la parole du président de la République. Voilà. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Voilà, on va changer de sujet, mais juste, il y a des émissions en Russie où on débat, comme nous, et hier, l'un des sujets de débat dans l'une des émissions les plus populaires de Russie était quelle est la ville française qu'il faudrait raser en premier, Lyon, Marseille ou Paris. Voilà, c'était leur débat, et quand vous voyez aussi la réaction de Lavrov, à qui on dit que pensez-vous des déclarations d'Emmanuel Macron et qu'il éclate de rire, c'est assez humiliant,
humiliant pour la France. Moi, je vais aller vivre dans les Deux-Sèvres. Ils ont été formés dans un système qui était le système soviétique. Je vais aller vivre dans les Deux-Sèvres, c'est calme là-bas, ils taperont pas. Humiliant pour un président qui a mis en scène ces très longues conversations téléphoniques avec le président Poutine, comme si c'était un acte de bravoure. Je voudrais qu'on dise quelques mots quand même de ce qui s'est passé hier lors de la commission d'enquête pour l'attribution des fréquences de la TNT. Vous vous souvenez de François Hollande qui avait dit « Moi, président de la République, je n'aurais pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. » Eh bien, hier, Olivier Schramek a confessé que lors de l'élection de la présidence de France Télévisions, il avait amicalement certainement reçu des conseils de François Hollande lui demandant de décommander 2 candidats dont le nom circulait. Vraisemblablement, il s'agissait de Madame Saragosse et d'Emmanuel Hogue, le président de l'AFP, au profit de Madame Ernotte. Donc il précise qu'il n'a pas reçu de pression. Néanmoins, c'est un avis du président de la République. Je sais pas, Fabrice Hakoun, ça compte. Hein. Oui. C'est une tempête dans un verre d'eau parce que qui peut imaginer que le président de la République ne cherche pas à influencer la nomination. Alors il avait dit, moi, président de la République, etc. Mais par rapport à Nicolas Sarkozy, dont on avait critiqué l'intervention. Oui, mais c'est le discrédit de la parole publique. Mais ça, on y est habitué malheureusement avec les conséquences que ça a. Mais en fait, encore une fois, c'est toujours pareil. Il y a une différence entre le déclaratif. Vous le disiez tout à l'heure, différence entre le déclaratif et la réalité. La réalité, c'est qu'on est dans un système dans lequel ces nominations se font toujours. Alors là, il vous dira qu'il l'a pas nommé, il a juste décommandé. Oui, c'est ça. Au lieu de recommander. Il a déconseillé. Donc voilà, en gros, il y a 3 candidats, tu vires les 2 autres. Oui. Moi, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi cette polémique intervient aujourd'hui et de cette manière-là. Or, au moment où François Hollande, ce qui est très curieux, réapparaît comme un successeur potentiel, comme le garant des institutions, du calme, de la stabilité, avec un président qui est hyper agité. Enfin, il a déjà fait une fois. Il est venu après Sarkozy pour dire voilà, moi je vais faire une présidence calme, détendue, normale, etc. Il va nous refaire le coup là, avec Macron, parce que Macron est quand même très agité autour de la guerre. Il va nous refaire le coup. Il va arriver. Moi, je vais vous faire une présidence calme, normale. Bon. Oui, c'est possible. Bon, ça intervient dans le cadre de cette commission d'enquête. Ce que je trouve intéressant, c'est parce que j'avais pas les 2 autres noms, mais vous êtes allé passer ça, c'est très intéressant. C'est la manière dont pourrait s'exprimer le choix de ce président de gauche, parce que moi, qu'un président de la République nomme des amis politiques pour avoir une ligne politique représentée à la tête de ces grands groupes audiovisuels, c'est vieux comme le monde, mais c'est plutôt... Moi, d'une certaine manière, ça me choque même pas. Qu'on ait un président de France Télévisions de gauche, quand il y a un président de gauche et un président de droite, quand il y a un président de droite, je pense que on peut tous sortir d'hypocrisie. Ce qui est très intéressant dans l'histoire de François Hollande, c'est que quand je vois les noms qu'il écarte, ils sont plutôt plus à gauche que la personne qui a été élue. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui a remplacé les critères politiques pour pousser tel ou tel candidate ou candidat à la présidence de France Télévisions. Et peut-être qu'on sort d'un traitement purement politique ou politicien du sujet pour arriver à un traitement beaucoup plus personnalisé. Voilà. Et ce qui peut-être est plus inquiétant encore. Bien sûr, absolument. Ça vous inspire quoi? Non, moi ça m'inspire pas grand-chose en fin de compte, parce que ça me surprend qu'à moitié. Bon, après tout, que dans une discussion, un président de la République émette un certain nombre de conseils. Moi, je trouve... Est-ce que c'est choquant en soi? Oui, c'est choquant parce qu'il y a une règle qui était dictée, l'indépendance et tout. Je suis d'accord. Bon, après, je veux dire, dans quelles conditions il a dit, sur quel ton, avec quel degré d'engagement. Je veux dire, on n'en sait rien. C'est une conversation entre Monsieur Schramek. Mais qui la rapporte dans une commission d'enquête. Donc il estime, il est suffisamment, je pense, brillant. On s'exprime dans une commission d'enquête sous serment. Hein. Je le rappelle, c'est très important. Ça. Mais je pense que Monsieur Schramek ne dit pas cela de façon innocente. Pas du tout, vraisemblablement pas. Mais bon, c'est vrai que de toute façon, la question de l'indépendance, c'est une vieille question, mais force est de constater quand même, sur 40 ans d'histoire médiatique, elle a quand même un peu progressé, il me semble, quand même d'une certaine manière. Oui, on n'a plus de ministre de l'information. Voilà. C'est ça. Qui appelait directement avant le 20h en disant ça non, ça oui, ça non, ça oui, c'est fini. Moins de blabla, comme disait Alain Peyrefitte, et plus d'images. Voilà. Un mot sur les déclarations de Bruno Le Maire
dernière. L'État n'est pas une pompe à fric. Moi, j'avoue que je suis très choquée par ces propos, par la formule pompe à fric, par le ton employé. Je pense qu'un ministre de l'économie ne devrait peut-être pas dire cela. Je sais pas. C'est clair, oui. On est dans l'ère, encore une fois, je le répète, à l'ère des réseaux sociaux où on s'exprime comme ça de manière à l'emporte-pièce. Enfin, c'est extrêmement choquant de dire ça à des Français qui attendent après le soutien de l'État dans une période qui est très difficile. Ça donne l'impression, en fait, il essaie de faire comme son patron, quoi. C'est-à-dire, il remonte les manches et puis voilà, il dit il durcit le ton, mais durcit le ton à l'égard de qui? Surtout, c'est comme si ça fait quand même 7 ans qu'il est ministre de l'économie. Le déficit, la dette a augmenté de, je crois, 800 milliards depuis 2017. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Mais donc, d'abord, il faut qu'il se pose des questions sur sa propre responsabilité en tant que ministre de l'économie. Et ainsi, c'est la même chose pour le président de la République sur finalement la dégradation de notre situation budgétaire. Donc, ce sont eux qui sont aux commandes depuis 2017. Donc, à un moment donné, ils vont pas pouvoir toujours dire que c'est leurs prédécesseurs qui sont responsables ou que ce seront éventuellement leurs successeurs qui sont incompétents. À un moment donné, il faut assumer ses responsabilités, surtout quand on est au pouvoir depuis autant d'années. Et je rappellerai que Emmanuel Macron était quand même secrétaire général adjoint de François Hollande à l'Élysée en 2012 et qu'il a été lui-même ministre de l'économie. Donc ça fait plus de 10 ans qu'il est aujourd'hui en responsabilité, comme on dit aujourd'hui. Donc plutôt que de finalement donner le sentiment qu'on fait porter la responsabilité aux Français, parce que quand il dit ça, il pointe les Français. C'est ça que je dis à l'égard de qui. Bon, ça je dis à l'égard de qui. C'est extrêmement choquant parce que il dit ça au moment où les gens disent ah non mais il faut pas retirer les 700 millions. Non mais ce qui est sûr c'est qu'ils ont une pression aujourd'hui qui est totale et je pense il y a un début de panique. On a eu 10 milliards d'euros qui ont été annoncés, il y en a 20 milliards qui viennent d'être annoncés il y a 24 heures. En plus, je crois qu'on attend une note, je ne sais plus de quelle agence de notation au printemps qui risque là pour le coup de dégrader notre gestion. Donc je pense qu'en effet, il y a une grosse pression aujourd'hui sur l'exécutif. Mais le ton n'est pas supportable. Mais Bruno Le Maire, c'est la cigale le lundi, la fourmi le mardi, la cigale le mercredi. Combien de fois on l'a entendu dire oh là là, on va faire des efforts. Oh là la cigale, c'est le président de la République. Hein. Non, c'est lui-même, lui-même, il est quand même là depuis le début du premier quinquennat. Il a dépensé énormément d'argent, il peut pas l'ignorer. Enfin, il y a une forme de schizophrénie là-dedans. On oublie ce qu'on fait soi-même et on dit oh là là, il va falloir qu'on fasse des économies. C'est la posture. Je fasse des économies peut-être enfin. Mais moi j'ai l'impression d'avoir entendu ce discours des dizaines de fois depuis 2017. Et on est peut-être en train de reboucler. Excusez-moi, on est peut-être en train juste une chose. On cherchait la raison pour laquelle le président de la République est dans une position aussi guerrière, belliqueuse, de fuite en avant, et on se demande si c'est pas justement pour masquer l'incurie de sa politique intérieure. C'est moi ce que je trouve sur la forme. Vous avez raison Valérie, sur la forme, il y a quand même un problème. C'est les mêmes qui nous disent qu'il faut un retour de l'autorité, un réarmement civique, c'est des mots du gouvernement, et qui s'expriment, pardonnez-moi, comme on ne voudrait plus que les citoyens ou que les enfants s'expriment. Donc il y a un moment d'exemplarité, mais il y a une continuité, du pognon de dingue à la pompe à fric. C'est vrai. Franchement, mais il y a un moment où il va falloir être cohérent. Là aussi, on peut pas dire un peu plus d'autorité, de l'exemplarité, du respect républicain civique, et puis continuer à s'exprimer comme ça. Deuxièmement, la pompe à fric, il y a 2 ans, ça avait un autre nom. Ça s'appelait le quoi qu'il en coûte. Et c'était très positif. Donc, là aussi, les citoyens ont du mal à comprendre que l'État, c'est eux quand ça va bien, et que l'État, c'est nous quand ça va mal. Je pense qu'à un moment, l'État, c'est quand même la chose commune, ça n'appartient à personne, ça appartient à la souveraineté nationale, et ils n'en sont que les dépositaires. Et à un moment, ils sont pas là pour donner des leçons, mais pour agir et pour faire des propositions et des arbitrages. C'est un sujet de cours pour vous, Arnaud Benedetti, du quoi qu'il en coûte à la pompe à fric. À propos du niveau du langage, moi je voulais aussi dire à quel point j'avais été choquée de voir Emmanuel Macron tutoyer les agriculteurs lors du petit débat qu'il avait eu lieu, employer avec eux un langage extrêmement familier. Mais tutoie tout le monde. Ouais, enfin bon, le roi du Maroc. Moi, je veux bien, mais il y a un moment où il faut savoir où on est, il faut savoir ce dont on est responsable. Voilà. Mais c'est d'accord. C'est tout à fait, il tutoie tout le monde, puisque moi, il m'avait tutoyé quand j'ai négocié avec lui. Au moment de l'agence des participations de l'État, j'avais négocié le rachat de Peugeot Scooter. À l'époque, je dirigeais un groupe, et j'étais arrivé dans son bureau. Il m'a dit bon, alors tu vas voir. Puis j'avais été un peu surpris, donc je me dis monsieur le ministre. Puis dernière petite info, l'État ne proposera pas d'épilation gratuite aux femmes, mais des bureaux de tabac qui vont pouvoir devenir des refuges pour les femmes. Ah oui, ça j'ai vu ça.
qui subissent du harcèlement. J'avais pas vu ça. Très rassurant. La Française des Jeux va proposer à 29 000 commerçants dans toute la France de suivre une formation pour prendre en charge les femmes qui demandent à s'abriter. Franchement. Bref, dans un instant, c'est Alexis Poulain qui sera avec vous. Très bon week-end, à lundi. J'avais fait une très mauvaise Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.